Quand tu as un client X, Y, Z, il peut avoir 10, 20, 30 clients derrière lui. Donc, traite toujours tes clients de la meilleure façon que tu peux parce que c'est eux qui vont te rapporter en fait encore d'autres clients. J'ai un plancher de prix que je dis, si la personne dit moins que ça, peu importe qui tu es, non. Bienvenue sur eWonderFilm. Aujourd'hui, je vais à la rencontre d'une passionnée de l'image, Francesca Olinga, plus connue sous le nom de Fry High Glow. C'est une excellente vidéographe / graphiste / youtubeuse du côté de Montréal. Et dans cette interview, elle nous relate sans filtre son parcours. Elle nous parle de ses réalisations, mais aussi de toutes les difficultés rencontrées en tant que femme vidéographe, graphiste du côté de Montréal dans la communauté noire. Elle nous donne des conseils inestimables, je trouve, pour tous ceux qui se lancent aujourd'hui en vidéographie. D'ailleurs, conseils que j'aurais aimé avoir il y a de cela quelques années quand je me lançais. Anyway, je ne vous en dis pas plus. Bonne écoute et surtout ne gardez pas ces conseils pour vous tout seul. Dans le fond, mon nom est Francesca Olinga, j'ai 25 ans, je suis d'origine camerounaise et je vis à Montréal. Je suis optométriste de profession, c'est-à-dire docteur des yeux en Amérique du Nord et je suis aussi entrepreneur. Dans le fond, j'ai un business de vidéographie basé à Montréal aussi. Je fais également un peu de graphic design, puis j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Fry High Glow où je parle de lifestyle en général, de cheveux, de la peau, des vêtements. Puis j'interviewe aussi des immigrants qui ont réussi en fait ici à Montréal à se bâtir une carrière pour pouvoir inspirer d'autres personnes. Comment est-ce qu'on en arrive en fait à faire autant de choses différentes? J'aimerais juste te dire que tout s'est fait vraiment graduellement. Moi, quand j'ai commencé mes études en optométrie, je ne savais pas que j'aimais l'entrepreneuriat en fait. En fait, pendant mes études, j'étudiais vraiment beaucoup. Parfois, je dormais à 3h du matin, je me levais à 7h du matin. Je prenais des pilules de caféine pour rester éveillée toute la nuit. À un moment donné, là, ça a explosé. Là. J'étais comme, il me faut quelque chose pour sortir de cette routine-là parce que cette routine n'était pas saine du tout. Puis à l'époque, c'est là que les gens ouvraient vraiment leur chaîne YouTube et tout. En quelle année? En 2017. Donc, puis je regardais des vidéos YouTube de personnes. Puis là, à un moment donné, j'ai pris la caméra de mon père, la vieille caméra de mon père. C'était une Nikon D3300, que j'ai encore d'ailleurs. J'ai pris la vieille caméra de mon père, j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Puis sur un coup de tête, j'ai fait ma première vidéo YouTube. Donc, YouTube m'a aidé à développer ma créativité. Ça m'a aidé à faire autre chose. Puis ça m'a aidé à être plus disciplinée à l'école aussi. Et ta première chaîne YouTube, elle parlait de quoi? C'est toujours Fry High Glow. Au départ, je parlais que de cheveux en fait. Ok, donc que de cheveux. Comment entretenir les cheveux? Comment entretenir les cheveux crépus, ouais. Les cheveux crépus. Exactement, spécifiquement. Ouais, oui, c'est Black Lives. D'ailleurs, c'est toujours un combat de nos jours. Hein. Ouais, exactement, c'est toujours un combat de nos jours, crépus versus défrisés. Moi, j'aime bien mes cheveux naturels, à l'état brut. Ils sont naturels, là? Mes cheveux sont naturels, 100%. Donc, ouais, c'est pas mal ça. Donc, au départ, je parlais que de cheveux naturels, mais là, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup la vidéographie. Et il y avait des gens qui me demandaient, oh, Francesca, est-ce que tu peux faire une photo pour moi? Est-ce que tu peux faire des vidéos pour moi? Puis là, j'ai vu que j'avais de plus en plus de demandes. Je me suis dit, oh, peut-être je pourrais ouvrir un business de vidéographie que je peux filmer des mariages, des vidéos commerciales et tout. Donc là, c'est là que j'ai ouvert mon premier business qui est un business de vidéographie. Puis cette année, bizarrement, il y a une cliente en vidéographie qui m'a demandé « Est-ce que tu offres aussi les services de graphic design ?» Sincèrement, là, non, je n'offrais pas des services de graphic design, mais je me suis dit, ok, vu qu'il y a la demande, pourquoi ne pas, vu que moi, je dessine depuis le bas âge, j'aime beaucoup le dessin, j'ai toujours dessiné, et j'avais déjà une tablette graphique, je me suis dit, ok, je vais dire à la cliente que j'offre le service de graphic design, et je vais faire des packages de graphic design pour mes clients de vidéographie, et c'est comme ça que j'ai commencé à faire aussi le graphic design. Tout a l'air ne pas s'imbriquer, mais tout ça, c'est cohérent, en fait, parce que quand on y pense bien, avec une cliente qui veut par exemple des vidéos, des photos, elle peut aussi vouloir le graphic design. Donc, je travaille dans tous ces business-là sur les mêmes personnes. Mais tu bâtis juste la marque de quelqu'un en fait en lui fournissant du contenu. Exactement. Je n'aurais pas pu mieux le dire, ouais. Et bon, la deuxième question qui est comment est-ce que tu gères ton temps avec toutes ces différentes activités? Ça se gère très bien. Parce qu'en fait, je pense que j'ai le meilleur travail pour moi ever, en fait. Mon travail, c'est moi qui suis maître de mon horaire. Comme
j'ouvre mes horaires quand je veux, comme je veux. Quand tu parles de ton travail, tu veux dire en tant qu'optométriste, ouais, c'est ça. Donc, dans le fond, je construis mes horaires autour des choses que je fais en entrepreneuriat. Comme par exemple, une journée typique, là, je peux me réveiller, travailler de 8h à 17h en tant qu'optométriste. Le soir, je fais la vidéo. Le soir, je fais des logos pour les clients. Genre, j'ai le temps pour tout faire parce que tout est tellement interrelié que c'est pas comme si je faisais plein de choses et je manquais de temps, mais je trouve le temps de tout faire. Et maintenant, vu que tu sais qu'on travaille ensemble et tout, la différence entre avant où j'avais l'impression de ne pas avoir le temps et maintenant, c'est que j'ai appris aussi à dire non au projet qui ne va pas m'apporter, pas monétairement parlant, pas au niveau de l'argent, mais qui va pas m'aider à grandir en fait. Puis j'ai une vidéo aussi sur ma chaîne YouTube qui parle de comment augmenter ma productivité en 5 étapes. Puis c'est vraiment ces 5 étapes que j'applique dans ma vie en général en fait, ouais. Ok. Donc, sinon, comment est-ce que tu as quitté de l'optométrie à faire de la vidéo? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Est-ce que l'optométrie, pour ceux qui ne savent pas, c'est soigner les gens qui ont des maladies des yeux? Est-ce que tu t'es dit que, bon, vu que tu aides des gens à mieux voir, tu vas leur créer des visuels beaucoup plus attractifs? Non, ça n'a vraiment aucun rapport. Non, ça n'a aucun rapport. C'était vraiment, comme je t'ai dit, là, à partir de YouTube qui a fait que je bâtisse en fait un business de vidéographie ça, par rapport avec l'optométrie. Bien que l'optométrie, oui, j'aide des gens à bien voir et tout. Il y a peut-être un lien entre la vidéo et l'optométrie, mais ce n'est pas ça qui a fait en sorte que je me lance en vidéographie. Et plus tard, comment tu te vois évoluer? Est-ce que tu comptes arrêter ta carrière d'optométriste? Ou est-ce que la vidéo c'est plus un side job pour toi? Comment est-ce que tu vois le long terme avec ça? Sur le long terme, je ne veux pas arrêter l'optométrie parce que j'aime énormément ma profession et je vois que je fais une différence dans la vie des gens en fait. Et j'aime ce que je fais, j'aime voir les maladies de yeux, j'aime voir un patient qui vient une semaine plus tard puis il n'a plus l'œil qui fait mal, l'œil rouge et tout. J'aime vraiment ce que je fais. Par contre, je ne me vois pas travailler à temps plein comme optométriste sur le long terme. Parce qu'en ce moment, je travaille à temps plein comme optométriste. Donc, sur le long terme, je me vois travailler à temps partiel comme optométriste, 1 à 2 jours semaine, puis bâtir vraiment mon entreprise dans le monde digital où le but numéro 1 serait en fait d'aider les entrepreneurs qui ont des entreprises à bâtir leur image de marque sur tous les angles possibles, c'est-à-dire photographie, vidéographie, site internet, graphic design, donc bâtir l'image de marque en général et construire aussi des cours e-course, un peu comme YouTuber 100%, qui va aider par exemple les YouTubers à améliorer leur image de vidéo et tout, améliorer leur image de marque, construire aussi des cours pour les entrepreneurs en fait qui veulent se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, qui vont les aider aussi à construire leur image de marque. Donc mon but dans le long terme, c'est vraiment le monde digital, plus dans les cours que dans les projets clients, mais dans les projets clients également en fait. Ok. Ayant travaillé avec toi, il y a quelque chose que je sais que tu fais très bien, c'est pouvoir trouver des clients. Donc, j'aimerais que tu expliques en fait comment tu fais pour avoir de plus en plus de clients en fait. Au départ, c'était pas comme ça en fait. Tout se rapporte vraiment à l'image de marque en fait que je projette sur les réseaux sociaux, sur Instagram. La majorité des gens qui me contactent, ils me contactent à partir d'Instagram et c'est beaucoup de bouche à oreille en fait. Quand tu as un client XYZ, il peut avoir 10, 20, 30 clients derrière lui. Donc traite toujours tes clients de la meilleure façon que tu peux parce que c'est eux qui vont te rapporter en fait encore d'autres clients. Et aussi, chaque projet client, vu qu'on travaille ensemble, tu es au courant, nous on donne toujours notre 100%, notre max à tous les projets clients. Ce qui fait en sorte que quand notre vidéo pop là sur Instagram, il y a 10 personnes qui peuvent venir dire que oh ça coûte combien une vidéo pareil, je veux pareil comme tu as fait pour elle. Comme on dit entre caméras là, je veux la même chose. En donnant toujours ton meilleur, en essayant de te surpasser, ça rapporte toujours encore plus de clientèle. Je n'ai pas beaucoup d'abonnés sur Instagram, mais même avec ma petite visibilité que j'ai là, on refuse même les projets clients, on refuse les mariages, on refuse les vidéos commerciales, on refuse plein de choses, malgré notre petit following en fait. Ça c'est parce qu'on donne notre 100% et ça se voit en fait dans le travail qu'on fait en fait. On ne fait pas vraiment d'efforts, on ne fait même pas de marketing pour nos projets commerciaux, on ne fait pas de marketing, ça vient tout seul. Quand j'ai ouvert par exemple l'entreprise de graphic design, en espace de 2 semaines, il y a 2 clients.
Donc, c'est vraiment du bouche à oreille. Okay. Je sais qu'il y a souvent cette difficulté avec les clients, surtout les clients de notre, de notre cercle africain, pour ne pas dire camerounais, sur le pricing. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas seulement propre à la vidéographie, mais propre à peu près à tous les métiers de l'art. Et toi, tu fais que des métiers d'art, en fait, que ce soit la vidéo, bien le design et tout. Donc, comment tu fais pour justement faire comprendre tes prix aux clients? Ou comment est-ce que tu tries qui ne veulent pas, qui sont pas bons payeurs? Est-ce que tu tries ceux qui ne reconnaissent pas ton travail à sa propre valeur, genre? On va parler de moi avant et moi de maintenant. Okay. Moi d'avant, je voulais les clients, peu importe le type de client. Je voulais juste bâtir un portfolio. Donc j'acceptais n'importe quoi et parfois je prenais même des projets gratuitement. J'ai filmé une vidéo de musique pendant 3 jours de filmage. En 3 jours de filmage, j'ai gagné $500 pour ça. J'ai édité pendant une semaine presque à temps plein. J'ai gagné $500 en tout et pour tout. Ça fait comme si je gagnais, je sais pas, $5 de l'heure. C'était vraiment du n'importe quoi. Avant, c'est comme ça que je fonctionnais. Je prenais tout et n'importe quoi. J'étais burn-out. Et la vidéo, au final, là, j'étais tellement burn-out quand je faisais l'affaire que ça ne reflétait même pas en fait mes compétences, en fait mon niveau de compétences en général. Mais là, en ce moment, je me suis rendu compte que franchement, quality over quantity. Comme là, en ce moment, comme tu as dit, oui, je préfère trier les clients en fait. Je préfère prendre des clients qui vont non seulement me apporter au niveau du portfolio, c'est-à-dire qui auront une image intéressante pour mon portfolio en fait, dont le projet est assez intéressant en fait, qui va look good dans mon portfolio. Donc, et aussi qui vont quand même payer une somme décente en fait pour le travail que je mets en fait, parce que je valorise en fait les métiers d'art, je valorise le travail que je mets dans mes vidéos, dans mon graphic design, et j'ai un plancher de prix que je dis, si la personne dit moins que ça, peu importe qui tu es, non. Récemment par exemple, j'ai un autre entrepreneur qui se lance dans la vidéo qui m'a écrit et qui me demandait en fait comment est-ce qu'il peut gérer son pricing. Donc moi la question que je te pose maintenant, c'est pour quelqu'un qui vient de commencer et qui n'a pas encore de portfolio, qui n'a pas encore tout ce que toi tu as déjà fait en fait. Comment il fait pour se faire payer par des gens en fait, tout simplement? Justement là, on passe tous par là. S'il n'a pas de portfolio, on ne va pas le booker. Il n'y a pas de formule magique. Il a 2 options. Soit il va vers des clients qui l'attirent en fait au niveau de l'image de marque de la clientèle. Si par exemple il veut faire plus de vidéos en fait de produits, il va voir une marque. Ben, s'il est black là, il va avoir une marque black owned qui fait un produit qui lui parle. Il fait bien le projet, il fait free to fee, genre free to fee ça veut dire qu'il fait gratuitement, puis il dit que ok, je te fais la première vidéo gratuitement. Par la suite, les autres vidéos, on pourra discuter en fait comment faire en fait des vidéos pour ta marque en fait. Ça c'est quelque chose qui fonctionne. S'il fait la première vidéo très bien, on va le booker pour le reste. L'entreprise va le booker pour le reste. Ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est d'avoir des prix cheap pour commencer, pour bâtir le portfolio comme nous sommes passés. On passe tous par là. Il fait des prix cheap. Après, quand il aura un assez bon portfolio, il peut raise ses prices. Mais malheureusement, sans portfolio, tu ne peux pas vraiment avoir de voix. Sauf si tu es déjà connu pour un autre business. Ouais. Parce que moi, par exemple, pour le graphic design, j'ai commencé le graphic design, ça ne fait pas longtemps. Ce sont les gens qui sont venus me voir pour la vidéo qui m'ont demandé si j'offre aussi des services du graphic design. Mais vu que je suis déjà connue en vidéographie, maintenant si je te donne des prix en graphic design qui ne sont pas des prix de quelqu'un qui commence, parce que tu sais que oh, je fais la vidéo, puis le graphic design, sûrement je dois aussi être bonne. Mes 2 premiers clients en graphic design m'ont booké sans voir de portfolio. Je n'avais pas de portfolio en graphic design. Parce qu'au final, tu ne commences pas quoi, tu as déjà oui, un background. Parce que j'ai un background en vidéographie, parce qu'on me connaît déjà dans un domaine, puis on me fait confiance dans ce domaine-là, puis je peux transférer cette confiance-là dans un autre domaine, même si je n'ai pas encore de portfolio. En tout cas, on va aborder un dernier volet de l'interview, en fait, qui est l'avenir et l'Afrique. Est-ce que dans ton business, tu vois un avenir en Afrique, en fait? Bien sûr. Le monde digital, c'est partout. Et moi, sur le long terme, je ne veux pas passer ma vie nécessairement ici au Canada. Je prévois faire un retour au pays plus tard. Donc, oui, j'aimerais que mon entreprise puisse se scaler même en Afrique et puisse même peut avoir une base solide en Afrique. Donc, oui, c'est dans mes plans d'avenir.
est-ce que tu penses que tes produits sont facilement adaptables pour le contexte africain? Oui. Surtout, est-ce que tu penses que tes prix sont adaptables pour le contexte africain? Par exemple, tu as une vidéo de mariage, tu prends en moyenne peut-être $2000. Est-ce que tu penses que tu pourrais avoir autant de chiffre d'affaires en Afrique, quoi? Je pense qu'en Afrique, en fait, il y a des clients pour toutes sortes de produits. Dans le sens que si je bâtis en Afrique, c'est sûr que moi, je ne serais pas l'actrice principale pour aller filmer les vidéos. Moi, je voyais plus ça comme une entreprise, dans le sens que on fait des formations, on donne des formations aux jeunes personnes en Afrique parce que le but, ce n'est pas vraiment de juste s'enrichir nous-mêmes, mais de faire des métiers aussi en Afrique pour développer l'économie dans nos pays. Donc, donner des formations en vidéo aux jeunes, puis ensuite, ces jeunes travaillent dans une autre compagnie connue en fait de vidéographie, puis ce sont eux qui vont aller filmer les mariages et tout. Ce sont eux qui vont peut-être aussi avoir un grand studio en fait en Afrique où on peut filmer des vidéos commerciales, des vidéos de musique. Vous savez, un peu comme les studios Naijala, un peu comme très 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 moderne. Vous voyez, c'est un peu ça l'image globale. Mais l'image globale, ce n'est pas dire commencer à parler, oh c'est $2000 pour ta vidéo de mariage. Après je viens le cours chaque week-end pour filmer les vidéos de mariage. Non, c'est pas plus ça, mais c'est plus comme un business plus à grande échelle. En fait, tu as carrément un autre business model en fait. Exactement, ouais. exactement, Okay. exactement. D'accord. Je pense que c'est viable en fait et je suis aussi dans cette lancée-là. Donc merci beaucoup pour l'interview, Francesca. Bienvenue. À plus pour la suite.